On va commencer directement avec le professeur Christophe Verny, qui est neurologue au CHU d'Angers et qui va nous illustrer les filières de santé maladies rares à travers la filière Brain Team. Christophe, tu m'entends? Je t'entends, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je remercie beaucoup les organisateurs de m'avoir invité et donné l'opportunité de vous présenter les filières de santé maladies rares en général et plus particulièrement la filière Brain Team que j'anime. Alors, les filières de santé sont issues des plans maladies rares successifs. Vous savez que le premier plan maladies rares 2005, c'était avant tout la mise en œuvre des centres de référence maladies rares, mais le deuxième puis troisième plan ont permis en 2014 la labellisation de 23 filières nationales de santé maladies rares, avec une campagne de relabellisation en 2018 qui a légèrement modifié les contours, mais pas de manière fondamentale. Donc, les grandes missions de ces centres, c'est d'assurer la coordination pour les filières des centres de référence maladies rares. Elles sont les 23 réparties en fonction de thématiques d'organes. Elles ont pour objectif d'appliquer la politique des plans maladies rares. Toutes ces filières sont coordonnées par un médecin, mais surtout l'activité importante qu'elles ont est le fruit du travail d'une équipe projet, des financements que nous avons pour avoir plusieurs temps plein sur ces filières. Alors, ces filières regroupent, au-delà des équipes hospitalières, des sociétés savantes, des laboratoires, toute une série d'autres plateformes de coordination, je détaillerai un petit peu, des professionnels de ville, mais aussi, et j'insiste, des acteurs du médico-social, des patients, des associations qui ont un rôle important dans les filières. Et puis, les filières sont très impliquées avec nos autorités de santé, particulièrement ARS, ministères et DGOS. Alors, aujourd'hui en France, les centres maladies rares, c'est plus de 2200 centres maladies rares, avec bien sûr ce qui en est l'épine dorsale, les centres de référence maladies rares, et puis cette myriade de centres de compétences qui correspondent à des réalités extrêmement différentes, puisque l'on va depuis des entités quasiment virtuelles qui ne représentent pas grand-chose, jusqu'à des centres de compétences qui ont quasiment l'activité d'un centre de référence, sans en avoir malheureusement les financements. Et puis, il existe 37 structures de coordination, les 23 filières donc autour d'une thématique d'organes, et puis les plateformes locales, qu'elles soient outre-mer ou actuellement en cours de mise en place, qui, elles, ont une logique régionale. Tout ça sous l'autorité de la DGOS. Alors, les 4 grandes missions des filières, c'est améliorer la prise en charge des patients, développer la formation, l'information, coordonner la recherche et développer des liens européens et internationaux. Et je vais vous décliner dans un instant ces missions avec l'éclairage et l'exemple de la filière Brain Team. Alors, ces filières, elles sont réparties comment? Jusque vous voyez que nos amis parisiens restent restent majoritaires, hein, 12 sur 23. Je disais jusqu'à peu qu'à l'est de Paris, à l'ouest de Paris, il n'y avait qu'une seule filière à Angers, mais très récemment, nous avons été rejoints par Limoges, puisque la filière de la sclérose latérale amyotrophique vient de passer de Marseille à Limoges. Et donc, vous voyez là la répartition entre les différentes villes pour l'animation de ces filières. Alors, je fais un focus un petit peu maintenant sur ma spécialité, qui est la neurologie. Nous avons 3 filières uniquement essentiellement neurologiques, une filière sur les maladies neuromusculaires, c'est ce qui correspond au périmètre de l'AFM par exemple, la sclérose latérale amyotrophique avec sa particularité, et puis ma filière qui est un peu un fourre-tout, puisque vous verrez que j'ai, et c'est sa particularité, une richesse mais aussi une complexité, la nécessité d'organiser, de faire travailler ensemble des centres qui ont des thématiques extrêmement diverses. Et sur ces 3 filières neurologiques, vous voyez qu'on est à 181 centres de compétences. On a mis les centres de ressources et de compétences parce qu'il y a la dénomination de compétences, mais en réalité, il faut plutôt les rapprocher des centres de référence puisqu'ils ont le même type de financement, et 17 centres coordonnateurs. Mais également un certain nombre d'autres filières qui sont confrontées à des troubles neurologiques,
déficience intellectuelle, c'est évident, mais également les maladies vasculaires rares. Eh bien, on a des maladies rares du vasculaire du cerveau. Et puis, vous savez tous que les maladies héréditaires du métabolisme entraînent extrêmement souvent des troubles neurologiques. Et vous voyez, encore une fois, ce qui est à la fois une richesse et une complexité des filières, c'est ces interactions avec des frontières qui sont extrêmement poreuses, mais qui permettent aussi des collaborations très, très intéressantes. Alors voilà, pour donner l'exemple de la filière Brain Team, ben c'est vrai qu'on va de maladies, de centres de référence monothématiques comme la maladie de Huntington, des choses très très larges comme les maladies neurodégénératives, neurogénétiques, et puis on a, vous voyez, les pathologies du sommeil, des maladies inflammatoires du cerveau et de la moelle, du paranéoplasique. Donc c'est vrai que c'est extrêmement, extrêmement étendu, mais finalement, on arrive à trouver des points communs et des travaux pour permettre à chacun de s'impliquer dans la filière. Alors, vous voyez là, c'est la filière Brain Team. On retrouve beaucoup de centres coordonnateurs à Paris, mais lorsqu'on passe au centre constitutif, eh bien, nous commençons à avoir un maillage assez intéressant du territoire. Et puis, avec nos centres de compétences, eh bien, on arrive quand même à être présent dans la plupart des hôpitaux en France, avec une répartition qui est aussi une particularité, mais une richesse de notre filière, c'est d'avoir des sites adultes, mais également des sites enfants, donc avec un focus et un travail, par exemple, sur les transitions enfants-adultes, qui est une véritable problématique des maladies rares. Et puis, vous voyez, 49 sites hospitaliers dans 35 villes en France, donc on va même au-delà du maillage purement hospitalo-universitaire. Nous avons actuellement environ 10 000 patients suivis au sein de la filière, largement plus de 500 maladies rares. Vous savez que le dénombrement en est impossible. J'insiste sur les 26 associations de patients parce que ce n'est pas 26 associations isolées que nous contactons ponctuellement, mais nous avons suscité une fédération des associations de patients de la filière, les faisant travailler ensemble. Nous avons le travail avec 122 laboratoires et là aussi, vous savez que les laboratoires travaillent souvent un petit peu en silo avec des collaborations qui vont être plus historiques que toujours parfaitement logiques. Et c'est vrai qu'on essaye de travailler aussi dans ce sens. J'insiste sur l'activité médico-sociale, qui est vraiment un point pour lequel notre filière s'est beaucoup investie. Et enfin, dire que tout le travail que je présente là est surtout celui de 2 chefs de projet, de 3 chargés de mission qui sont extrêmement actifs. Et un de nos chargés de mission est particulièrement impliqué dans l'actions médico-sociales. Les filières fonctionnent toutes avec des équipes projets de cette nature. Et il y a aujourd'hui en France un comité de pilotage interfilière qui, là, ce n'est plus les docteurs, ce n'est plus les médecins qui sont là, mais ce sont tous les chefs de projet des 23 filières qui travaillent en collaboration et ils le font de manière extrêmement, extrêmement efficace. Voilà, alors j'illustre, je n'ai pas le temps là de détailler tout ça, mais pour vous donner des exemples de ce que l'on fait sur la prise en charge des PNDS, mettre en place et soutenir les RCP nationales. Nous avons beaucoup travaillé sur la révision de l'offre sur les plateformes du plan France Médecine Génomique pour proposer les préindications actuellement en cours. On travaille aussi sur des cartes d'urgence. Bon, je passe rapidement pour des raisons de temps. Nous développons actuellement des programmes ETP. Nous en avons déjà 5 sur les dernières années et 10 en cours de constitution. Nous travaillons avec les établissements et services médico-sociaux en organisant des colloques, des formations, par exemple, pour les kinésithérapeutes par tutoriel. Voilà, nous avons aussi, par exemple, des actions auprès des médecins généralistes. Nous essayons d'intervenir chaque année lors du congrès national des médecins généralistes pour leur dire que si chaque maladie rare est rare, l'ensemble des maladies rares est très fréquente, mais je suis sûr que ça a été dit par de nombreuses personnes avant moi aujourd'hui. Nous travaillons à coordonner la recherche. Alors, c'est un peu difficile au niveau d'une filière qui est aussi diverse que la mienne. Par contre, c'est la raison pour laquelle nous nous impliquons beaucoup en sciences sociales et humaines et en recherche afin qu'ils sont assez facilement communes à tous nos centres de référence. Et enfin, au niveau européen, nous travaillons dans le cadre des ERN. Les ERN, c'est finalement les filières
de santé françaises qui ont été développées et au niveau européen. Et finalement, on se rend compte que l'Europe a à peu près découpé ces maladies, comme la France, pas tout à fait de la même manière, mais pas très loin. Et je termine par un dernier petit focus pour illustrer, par exemple, ce que nous faisons au niveau médico-social, avec la mise en place d'équipes ressources médico-sociales. Par exemple, dans les Pays de la Loire, nous en avons une à Mortagne-sur-Sèvre autour d'une masse que nous avons participé à construire et à animer, qui propose une équipe mobile qui va pouvoir aider les autres établissements médico-sociaux qui, eux, ne vont pas avoir, comme à la masse de Mortagne, 20 patients avec une maladie de Huntington, mais ponctuellement un. Et ils ont la possibilité d'avoir des ressources auprès de professionnels de santé, de terrain, d'aides-soignantes, d'infirmières qui travaillent dans des masses spécialisées. Nous venons de mettre en place un accompagnement juridique pour les patients, les familles, mais également les professionnels confrontés à des difficultés juridiques en lien avec les maladies rares neurologiques. Et le dernier point que j'aborde, c'est un financement que nous avons obtenu sur un appel à projet de recherche pour la place de tablettes et de robots auprès de patients jeunes atteints de maladies neurodégénératives. Voilà, je passe très vite sur tout cela parce que le temps qui m'était imparti est très court et je veux le respecter. Et je vous remercie de votre attention et je suis bien sûr à la disposition de tous pour d'éventuels échanges. Merci Christophe. Effectivement, tu as parfaitement respecté le timing, ce qui est imposé et qui est très strict, bien évidemment. Je propose qu'on regroupe toutes les questions fin des 3 premières communications quand on aura fini de parler réseau filière et on reviendra vers toi après. Donc, on continue. Maintenant, là, on a illustré les filières. On va essayer d'illustrer les plateformes d'expertise les maladies rares avec Anne Prestel et Mathieu Ferté qui coordonnent cette plateforme d'expertise des maladies rares en Bretagne et Pays de Loire. Écoutez, bonjour à tous et je suis très contente d'être parmi nous. Donc Anne Prestel, je suis la coordinatrice de la plateforme d'expertise maladies rares de Bretagne. Donc je vais vous présenter très rapidement ce nouveau dispositif. Alors c'est vraiment important qu'on le place dans le contexte national aujourd'hui. Donc les plateformes d'expertise maladies rares répondent à 2 objectifs du plan national maladies rares 3. Donc il s'agit donc d'améliorer le parcours de soins et le parcours de vie des personnes malades au plus près de leur domicile et de leur environnement, et surtout aussi de renforcer le rôle des filières de santé maladies rares à l'échelle d'un territoire. Voilà, donc ces plateformes maladies rares sont financées par la DGOS pour une durée de 2 ans. Nous avons répondu à un appel à projet. Il y aura en 2021 20 plateformes d'expertise maladies rares qui seront labellisées. Il y en a eu 10 en 2020, dont la plateforme Bretagne sur le Grand Ouest, Prior qui a obtenu un financement, et en 2021, normalement, si tout va bien, il y aura la plateforme de la région Centre pour Tours et Orléans. Alors, au niveau de la Bretagne, la gouvernance de la plateforme, donc le porteur administratif est le CHU de Rennes et la coordination est assurée au niveau du CHU de Brest et de Rennes. Nous sommes soutenus par l'ARS Bretagne et d'ailleurs, nous avons dans notre comité de pilotage la chargée de mission de l'ARS Bretagne qui est vraiment extrêmement aidante, donc ça nous est très précieux. Donc, nous avons une équipe de coordination et une gouvernance très classique avec un comité de pilotage et un bureau opérationnel. Au niveau de la région Bretagne, donc, il y a 6 établissements hospitaliers qui sont représentés. Ça correspond aux implantations des centres de référence et de compétences. Vous avez un petit tableau en bas à droite qui montre qu'il y a donc 9 centres de référence, 6 centres de ressources et de compétences et 113 centres de compétences. La particularité, c'est qu'on a toutes les filières de santé maladies rares qui sont représentées en Bretagne. Alors, bien évidemment, on voit bien que ce sont les CHU de Brest et de Rennes qui ont le plus grand nombre de centres de référence et de compétences. Au niveau de l'équipe, écoutez, au niveau des coordonnateurs médicaux, il y a donc le professeur Sylvie Audan, qui est la coordinatrice à Rennes et qui est généticienne, mais que vous connaissez sans doute pour beaucoup très bien. Docteur Sylviane Pedenier, qui est la coordinatrice sur le CHU de Brest et qui est neuropédiatre. Voilà. On a une assistante de prescription, Chloé, qui donc accompagne les médecins prescripteurs dans la prescription d'examens complexes
pour la plateforme de séquençage à haut débit Sequoia. Donc, elle est arrivée il y a très, très peu de temps, le 25 janvier. Donc, moi-même, que je ne présente plus. On a une équipe infirmière, donc à mi-temps, Cécile sur Brest et Sonia sur Rennes, et aussi une équipe médico-sociale avec Cédric et Stéphanie, respectivement sur Rennes et Brest à mi-temps. Voilà pour l'équipe. Je passe ce diapo parce que ça reprend, hein, vous pourrez l'utiliser ensuite. Alors, on est localisé sur le site de Morvan au CHU de Brest et sur le site de l'hôpital Sud à Rennes. Ce qui est vraiment important qu'on vous dise, c'est qu'on est en train d'aménager des locaux pour pouvoir accueillir les familles, les associations de personnes malades et les proches ou les professionnels participant à leur prise en charge pour accueillir les personnes malades, et on souhaite faire quelque chose de convivial et propice aux échanges. Donc le public est très, très varié, hein, puisque que ce soit les personnes atteintes par une maladie rare, les proches, les aidants, les associations de personnes malades et leurs proches, donc on travaille avec eux. Bien sûr, on va intégrer aussi dans notre dispositif les patients parents ressources, patients enseignants, patients experts, les professionnels des centres de référence maladies rares, bien entendu, hein. Et puis bien, tous les professionnels qui participent à la prise en charge des personnes, donc dans le secteur sanitaire et médico-social. Notre ambition aujourd'hui, c'est de promouvoir les expertises dans le domaine des maladies rares, d'orienter et de soutenir les personnes ayant une maladie rare, pardon, et en fait, le but, c'est aussi d'améliorer la qualité de vie et l'autonomie des personnes malades en local, hein. C'est l'ambition des plateformes d'expertise. On répond aussi au cahier des charges de la DGOS, de faire du lien entre les professionnels concernés. Et je pense que c'est quelque chose qui manque vraiment beaucoup en local. Et donc, la particularité de ces plateformes, en tout cas, notre ambition à nous, c'est de respecter les missions de chacun. C'est-à-dire qu'on ne fait pas à la place d'eux quand on peut. Par contre, on accompagne les professionnels. Voilà. Alors, très rapidement, hein, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps pour parler de tout ça. Bon, Mathieu va aussi donner des informations qui vont être intéressantes à la suite. On a défini 5 axes de travail, donc sur l'orientation des personnes malades en renforçant la visibilité des centres maladies rares, de faciliter le parcours de soins et le parcours de vie des personnes malades, en articulant la prise en charge médicale et médico-sociale. Je fais juste une petite parenthèse pour dire qu'on a un numéro de téléphone où on peut nous appeler, et on accompagne avec un binôme référent médico-social et infirmier des personnes qui sont en difficulté sur des prises en charge. Donc, on souhaite aussi développer l'éducation thérapeutique en lien avec les filières de santé maladies rares, parce que la question peut se poser, mais non, on travaille aussi avec les filières de santé maladies rares et avec les acteurs régionaux qui Excusez-moi, mais développent je crois le que vous TP. laissez un tout petit peu de temps à Mathieu Ferté. Il va falloir que vous Ah, arrêtiez. bon, eh ben, écoutez, je vais m'arrêter. Je vous laisserai lire les axes. On va faire des formations de la recherche. Très important quand même, on va travailler avec le GIRC Grand Ouest sur la recherche et avec le GCS Hugo. Donc ça, je pense que c'est important de le dire. On travaille déjà avec la plateforme Prior. On travaille avec les acteurs nationaux. Donc, on fait des liens avec les filières de santé maladies rares, avec l'Alliance. Et puis, on a créé des groupes de travail avec les chefs de projet des plateformes. Je vais m'arrêter là pour laisser Mathieu parler. Donc, je vais vous présenter très rapidement le dispositif Prior, qui a une antériorité un peu plus importante que la plateforme bretonne. La première brique a été posée en 2009 sur la région Pays de la Loire. C'était le fruit de la mobilisation d'acteurs de terrain, hein, de professeurs, professeur Bernig, le professeur Bonneau-sur-Angers, le professeur Péréon-sur-Nantes et l'Alliance Maladies Rares qui ont porté ce projet pour avoir une plateforme d'information et d'orientation adossée au CHU d'Angers et de Nantes. Est venue s'intégrer à ce dispositif l'équipe Relais Handicap Rare en 2015 dans le cadre du second schéma national pour les handicaps rares avec un financement CNSA. Et en 2020, on a intégré la plateforme d'expertise maladies rares avec l'émission que vient de présenter Anne. Je n'y reviendrai pas. Donc, Prior, c'est un dispositif recours à vocation médico-sociale. L'objectif est d'apporter un appui, une aide aux personnes confrontées à une maladie rare. Tout le monde peut solliciter la plateforme, hein, les personnes touchées elles-mêmes, surtout les aidants, les proches, les associations, les professionnels qui peuvent se retrouver en difficulté dans leur accompagnement d'une personne atteinte d'une pathologie rare. On a une équipe mobile pluridisciplinaire, des référents parcours qui peuvent se déplacer au domicile des personnes pour évaluer la situation et apporter conseils, aide à des moments charnières du parcours de vie. L'objectif, c'est vraiment d'éviter ces ruptures
de parcours sur ces phases de transition qui sont souvent complexes. Un fonctionnement similaire au fonctionnement qui va être mis en place en Bretagne, c'est très simple pour nous saisir un numéro de téléphone régional, on recueille l'ensemble des demandes et on fonctionne après avec des binômes de référents parcours et on s'appuie sur un réseau de partenaires assez important dans le champ du médico-social. Évidemment, nous n'avons pas les réponses aux personnes, mais on a la compétence plutôt pour aller rechercher la bonne ressource sur le territoire dans le champ du médico-social. On intervient sans notification et sans limite d'âge sur l'ensemble de la région. Le focus sur le projet Exmara, où on a des missions similaires à celles de la plateforme bretonne. Je n'y reviens pas, simplement peut-être un projet de télé-expertise qu'on va développer là, dans les prochains mois pour faciliter le recours à l'expertise des centres experts sur la région, un appui aux missions des centres experts et de compétences et la dynamique interrégionale avec les plateformes bretonnes. Une équipe plus conséquente, le fruit en fait de l'intégration des différents dispositifs, Prior, équipe Relais Handicap Rare et plateforme d'expertise maladie rare. Donc aujourd'hui à peu près 10 ETP, une part importante dédiée à la coordination de parcours, 4 ETP pour les missions de plateforme d'expertise et une assistante et un ETP de coordinateur. Le dispositif est coordonné par le professeur Bonneau sur le CHU d'Angers et le professeur Péréon sur Nantes, et on a un comité de pilotage réunissant les 3 porteurs, l'Alliance Maladie Rare et des structures du médico-social. Quelques données d'activité sur ces 10 ans, voilà, les 10 ans passés du dispositif. Alors aujourd'hui, c'est plus de 1700 personnes qui ont contacté le dispositif. On fonctionne avec une file active d'environ 120 personnes, c'est 120 demandes en fait qu'on traite de manière continue. Environ 250 nouvelles demandes par an des personnes qu'on ne connaissait pas. On organise de nombreuses actions collectives, des conférences, alors soit à notre initiative, soit à la demande de professionnels qui souhaitent une information sur tel ou tel sujet. Et là, on va mobiliser des médecins, des centres experts pour apporter conseil, un étayage auprès d'une équipe du médico-social, auprès d'écoles primaires, enfin bon, auprès des MDPH, notamment sur des questions d'orientation. On anime des communautés de pratique, là, à dimension régionale ou interrégionale, avec d'autres partenaires du champ du handicap rare plutôt, sur l'épilepsie et le handicap, les situations de surdicécité, sur les situations complexes de handicap. Et en guise de conclusion, quelques éléments sur les situations sur lesquelles on est sollicité. Il y a une intrication assez forte entre maladies rares et handicap rare. 65% des situations de handicap rare au niveau national, il y a une maladie rare à origine, donc un partenariat assez fort, très fort avec l'ensemble des acteurs du champ du handicap rare. Un dénominateur commun, c'est vraiment la complexité des situations. Ce n'est pas tant la rareté qui pose des difficultés sur le champ médico-social, mais vraiment la complexité de prise en charge et les technicités à mettre en œuvre. Des situations d'assez grande vulnérabilité pour une part assez importante de notre file active, avec des ruptures déjà présentes ou des risques de rupture. On est souvent sur des situations avec un équilibre très instable sur les différents champs du parcours de vie. Voilà, il y a un manque de connaissances et de reconnaissance de ces situations et qui oblige vraiment au partenariat et interdisciplinaire et transversal entre l'ensemble des acteurs du champ du sanitaire, du médico-social, institutionnel et des associations. Voilà, j'en ai terminé. J'espère avoir été assez court et je vous redonne la parole. Merci beaucoup, M. Ferté. Effectivement, vous avez été parfaitement dans le timing et surtout parfaitement ce qu'était une plateforme. Merci à tous les deux. On continue sur ce rythme échevelé pour ne pas avoir le temps de poser quelques questions à la fin. On va continuer avec le docteur Laurent David, qui est à Nantes et qui est responsable de la plateforme IPSC, Nantes et maladies rares. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Non, cela marchait. Donc oui, je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on peut finalement faire avec des IPS pour étudier les maladies rares. Et en particulier, l'importance de générer un modèle afin de favoriser ou déclencher ou stimuler la recherche sur les maladies rares. Donc, pour qu'on soit bien d'accord sur l'objet de ce qu'on parle, c'est-à-dire les IPS, ce sont des cellules souches pluripotentes induites, ce qui veut dire
qu'elles sont capables de s'auto-renouveler, ça se laisse des cellules souches, et qu'elles sont pluripotentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent se différencier en tout type cellulaire présent dans le fœtus, donc dans l'individu, c'est-à-dire à l'exclusion du placenta et des annexes embryonnaires. L'idée, c'est d'avoir un nombre de cellules illimité qui représente, entre guillemets bien évidemment, le corps humain dans une boîte de culture. En tout cas, des parties du corps humain dans une boîte de culture pour qu'on y ait accès. Comment est-ce que ça marche? On parle de reprogrammation, puisqu'on part de cellules, dans mon exemple ici de fibroblastes de peau, de cellules de peau, voilà, qui ont des morphologies allongées, et que finalement, on va reprogrammer, c'est-à-dire on va changer le destin cellulaire. Donc, un fibroblaste de peau, typiquement, son destin cellulaire, c'est d'être dans la peau, communiquer avec les cellules de peau, puis mourir, et être remplacé par d'autres cellules. Et nous, on va en faire une cellule pluripotente, et donc, vous voyez ici que suite à l'induction de la pluripotence par des facteurs de transcription qui vont changer l'expression des gènes dans la cellule, on obtient une colonie de cellules. Donc là, vous avez probablement entre 1000 et 10 000 cellules qui n'ont pas du tout la même morphologie que les cellules de départ, ce qui est un premier signe de reprogrammation. On va ensuite amplifier ces cellules, et c'est là qui fait un peu l'unicité de notre plateforme, c'est la grande technicité qu'il faut pour manipuler ces cellules, à savoir, on les découpe avec des aiguilles sous une loupe binoculaire. Donc là, vous avez un très beau maillage qui a été fait sur une colonie, et on a à peu près des carrés de 0,2 mm par 0,2 mm. Donc ça, c'est fait à la main, ce qui nous permet de bien amplifier les cellules et de bien capturer les cellules qui ont été correctement reprogrammées. Ensuite, il vient l'étape de la validation de la lignée et de la culture cellulaire, montrer que ces cellules sont exemptes de contaminants, notamment les mycoplasmes, qui sont des parasites invisibles, qu'il n'y a plus aucun signe de la reprogrammation, donc notamment l'expression des transgènes, et que la reprogrammation n'a pas induit de modifications génétiques. Donc on fait ça en faisant par exemple des études de polymorphisme, ce qui est particulièrement important puisque tout l'intérêt du l'IPS, c'est d'avoir le même génome que la cellule de départ, donc que le patient. Si son génome est modifié, ce n'est pas un bon modèle de la maladie. Ça, c'est pour valider la lignée. Pour valider la pluripotence, la seule façon de valider la pluripotence, c'est de différencier les cellules et de montrer qu'elles sont capables de se différencier dans les 3 feuillets. Donc, pour l'endoderme, j'ai pris l'exemple de la différenciation hépatocytaire. Et ici, l'expression de l'albumine, qui est vraiment une protéine uniquement exprimée dans le foie. Pour le mésoderme de cardiomocyte, vous voyez ici des cellules avec des stries, qui est caractéristique des cellules cardiaques et de leur capacité à se contracter. Et pour les neurones, vous avez ces grands prolongements qui font penser à des axones. Alors, tout cela prend environ 6 mois, ce qui reste une petite partie par rapport à un projet total qui est en général de 2 à 3 ans minimum. Que fait-on avec ces IPS? Donc, comme je vous l'ai dit, on part des cellules de patients quand on programme un IPS. On travaille très majoritairement avec des IPS, 90 à 95% des cellules qu'on utilise sont des IPS, mais on a quand même des cellules souches embryonnaires dérivées d'embryons, donc le SEM, qui sont un contrôle indispensable à notre plateforme pour être sûr que les IPS sont de bonne qualité. Et avec ces IPS, on a différents types de projets qui sont soit développés en lien avec la plateforme, soit directement par les équipes partenaires chez elles. À savoir déjà différencier les cellules, ce qui s'apparente à faire de l'organogénèse, donc de la biologie de développement humaine, dans une boîte de culture. Certaines équipes font du criblage pharmacologique, par exemple sur des cellules de foie différenciées à partir d'IPS, regarder la toxicité de certaines molécules. De la physiopathologie, donc c'est ce que font la plupart des équipes, à savoir étudier les maladies, dont les maladies rares. Et certaines équipes ont, elles, des objectifs de médecine régénérative, et on a notamment entendu parler mon collègue Tual Nguyen tout à l'heure, et de Gulliver Therapeutics, qui vise à faire de la médecine régénérative avec des hépatocytes dérivés des cellules souches embryonnaires. Exemple de projet, donc notamment développé avec la Fondation Maladies Rares, il y a le projet dont Dominique Bonneau a parlé ce matin, où l'idée c'est d'avoir plusieurs IPS, 6 IPS, 3 provenant de patients dont les mutations ont été caractérisées, et 3 provenant de patients qui ont des symptômes très proches de ces patients dont on connaît les mutations, et pour laquelle on n'a aucune idée des gènes impliqués. Et l'idée d'avoir des IPS, c'est de se dire, si on a un phénotype lié à la pathologie, qui est une pathologie assez grave, on devrait avoir ce phénotype dans les lignées des patients qui sont atteints d'une pathologie et pour laquelle le gène n'a pas été identifié. Et donc,
ça nous donne un nouveau moyen d'étudier cette maladie rare et finalement une aide au diagnostic. L'autre aspect, c'est des lauréats de l'appel à projet Fondation Maladies Rares, axé autour des maladies de la rétine. On soit à Daniel Berdam à l'hôpital Saint-Louis, pour lequel on a réalisé 3 lignées qui sont enregistrées dans la base de données européenne et qui sont au centre d'un consortium européen pour travailler sur les maladies de la rétine. Soit Olivier Gouraud, l'Institut de la Vision, qui également travaille sur la rétine, qui a commencé par 3 lignées et on a maintenant une collaboration beaucoup plus large avec Olivier pour faire 30 lignées, ce qui permet d'avoir une diversité finalement dans les IPS qui représente un peu la diversité des patients. Est-ce que les IPS sont un modèle parfait? Les avantages, c'est qu'on a le même génome que le patient, mutation du patient exactement. On peut corriger les mutations pour vérifier que le phénotype est associé au génotype, et ce sont des cellules humaines, à l'opposé de cellules, de modèles animaux. Les inconvénients, c'est que la différenciation peut être incomplète. Alors pour la rétine, ça marche particulièrement bien. Il y a d'autres types de différenciation qui sont difficiles et où les cellules produites ne sont pas l'équivalent des cellules adultes. Et on est nécessairement à l'échelle cellulaire ou multicellulaire, mais pas du tout à l'échelle physiologique d'un organisme entier. Les IPS, pour qui, pourquoi? Pour tous les gens qui ont besoin de cellules humaines physiologiques en grande quantité, puisqu'on peut amplifier les cellules avant la différenciation. Quel type de projet? Beaucoup de gens font de la biologie de développement, de la physiopathologie, mais les criblages pharmacologiques et la médecine régénérative arrivent en force. Donc, je suis quelques mythes et réalités sur les IPS. Est-ce que l'âge du patient a un effet sur la capacité à générer les IPS? Oui, mais ce n'est absolument pas un problème. On arrive à programmer des cellules de patients de plus de 80 ans sans problème. Par contre, par exemple, on s'adapte pour les prises de sang de patients jeunes. Donc, on prend 2 à 3 fois moins de sang pour un enfant de 10 ans qu'un patient adulte. Et pour un nouveau-né, on prend entre 1 et 3 ml de sang, ça suffit largement. Est-ce qu'il y a un effet de la source de la cellule qui est reprogrammée pour la qualité d'IPS? On travaille notamment à partir de cellules isolées dans l'urine, de fibroblastes de peau ou de cellules sanguines. Alors non, il n'y a pas d'effet de la source. Si la cellule est bien reprogrammée, elle pourra faire la même chose, quelle que soit la source de la cellule. Enfin, est-ce qu'il y a un effet de la méthode de reprogrammation? Ce qui est lié à la source, puisque par exemple, les BBMC peuvent être reprogrammés qu'avec des virus non insertionnels du type Selmere. Et non, là non plus, si la cellule est bien reprogrammée, si la reprogrammation se passe bien, il n'y aura pas de différence entre les sources et type de reprogrammation. Pour conclure, je vais juste présenter un peu ce qu'on fait à Nantes. Donc, on est ouvert depuis 2012, on est en rythme de croisière depuis 2014. On a réalisé 121 lignées, il n'y a que 2 patients pour lesquels la reprogrammation n'a pas réussi à reprogrammer les patients. Afin d'aider les projets à démarrer, on fait les IPS, qui est quelque chose de très important, puisqu'avoir le modèle est très convaincant pour les demandes de financement et la mise en place des protocoles. Vous l'avez vu par exemple avec les exemples de mes collègues, Madame Olivier. Mais aussi, pour vraiment s'assurer que les projets démarrent, on essaye de mettre en place les protocoles de différenciation nécessaires à l'utilisation des IPS pour pouvoir former les différents labos pour qu'ils puissent après eux développer le projet. Et notamment, on a du savoir-faire dans les lignées sanguines, cardiomyocytes. Et on a énormément de demandes et donc on a développé notre savoir-faire dans les progéniteurs ou cellules souches neuronales et dans les organoïdes cellulaires. Et ce que nous sommes en train de faire, et donc j'espère qu'on pourra ouvrir en 2022 une prestation sur cet aspect-là, c'est de corriger les mutations pour pouvoir montrer que lorsqu'on corrige la mutation, on corrige le phénotype. Alors, on a 8 publications qui ont rapporté les travaux générés à partir d'une vingtaine de lignées qu'on a générées. Donc, vous pouvez voir qu'il y a, comme je vous l'ai dit, 3 à 4 ans avant que les lignées soient publiées et que les travaux soient finis. On a aussi des travaux d'R&D propres. Vous avez ici quelques exemples de publications. Et comme toute plateforme moderne et labellisée par les labels régionaux ou nationaux, on a un calcul ou un modèle économique, des personnels OCDE. La plateforme est aujourd'hui donc composée de 6 personnes, donc 4 personnels à plein temps. Et finalement, c'est une grande et belle salle de culture dans laquelle on a surtout des personnels experts qui sont capables de faire tout ce que je vous ai montré. Et je vais terminer par remercier l'ensemble des gens avec qui on travaille,
notamment la région Pays de la Loire, qui a soutenu le démarrage de la plateforme de 2012 à 2016, et les labels nationaux, BISA et régionaux des journalistes. Et bien sûr, je remercie la Fondation Maladies Rares pour leur soutien et leur confiance. Pour cette intéressante communication, j'avoue avoir découvert pas mal de choses. Du coup, j'aurais peut-être une question. On a un peu de temps pour les questions. Tout le monde ayant respecté son temps de parole, c'est parfait. Moi, je vais commencer. Madame Prestel et Monsieur Ferté, vous êtes toujours avec nous? Oui. Je vous vois, super. Oui. Alors, si je tourne la tête, c'est parce que l'écran est sur le côté. C'est parce que j'ai un torticolis, pas de panique. Je vais poser la question peut-être à laquelle vous attendez. C'est vrai qu'effectivement, on sent qu'il y a une volonté de travailler à l'échelle interrégionale, à l'échelle d'Hugo, d'autant que sur la région Centre-Pays de Loire, vraisemblablement, la plateforme va naître aussi et va pouvoir vous rejoindre. Est-ce que vous avez déjà, outre la volonté, des pistes, des idées de thématiques que vous voudriez mettre en commun? Mathieu, tu veux répondre? Oui, bah, je pense que on expérimente nous déjà, alors c'est pas avec la plateforme d'expertise, mais c'est dans le champ du handicap rare, des modems de communauté de pratique, notamment pour voilà, faciliter l'émergence des savoirs expérientiels et leur diffusion sur un territoire. Je pense que les plateformes d'expertise, les équipes de handicap rare ont vraiment un rôle à jouer là-dessus, et à un niveau interrégional. Sur la connaissance aussi des ressources médico-sociales, les ressources ne se trouvent pas toujours à un niveau régional, et on va avoir du partage aussi d'informations sur ces cartographies des ressources à un niveau interrégional. Et aussi, sur du retour d'expérience et de la capitalisation entre plateformes sur nos missions de coordination, ça sera un autre axe. Je crois que ce qu'on peut dire, Mathieu, c'est que déjà, nous, alors c'est vrai que la plateforme Maladies Rares de Bretagne n'est pas tout à fait au même point d'avancement que celle de Prior, donc on n'est pas tout à fait sur les mêmes cadences, on va dire, par rapport à ça. Après, Sylvie Audin, qui est présente aussi, pourra répondre. Je crois qu'elle a mis un petit mot aussi. Nous, on s'est déjà réunis sur le sujet de la recherche, parce que c'est vrai qu'on a une vraie réflexion, et je dirais que moi, de par mon ancienne mission sur Jamais Excel, je dirais que je sais on a un vivier au niveau du Grand Ouest, et que c'est plus intéressant de l'exploiter au niveau du Grand Ouest que sur une région toute seule. Donc du coup, moi je dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas poussé plus que cela la réflexion, mais ce qui est certain, et je pense que personne ne me contredira là-dessus, c'est que on veut travailler ensemble sur le versant recherche. Et après, sur un ensemble d'événements ou de manifestations, c'est déjà le cas, on n'a pas attendu l'existence des plateformes d'expertise pour le faire. Les Pays de la Loire, par exemple, la Bretagne travaille déjà sur certains sujets. Donc, ça se fera. Je pense que je suis assez optimiste, et je pense que ça se fera assez naturellement. Nous, on fait des liens aussi, donc je rebondis peut-être avec le professeur Christophe Verny, on fait des liens avec le groupe interfilière, puisqu'on a eu la première réunion du groupe des chefs de projet de 10 plateformes labellisées et des 23 chefs de projet des filières. C'est déroulé le 1er avril. Et donc, l'idée, voilà, c'est de réfléchir ensemble à des projets en commun pour pas refaire la même chose en local. On est tout à fait conscient que les plateformes d'expertise ne sont pas là pour refaire des choses et de très beaux projets qui sont déjà mis en place par d'autres structures. Ok, merci beaucoup. Donc, on va travailler à l'échelle du groupe. C'est parti. Et effectivement, Sylvie Audin confirmait sur le forum que le versant recherche est effectivement un des versants à mettre en avant sur cet horizon de groupe. Christophe, moi j'avais une question. Effectivement, quand tu as parlé recherche, je me suis dit effectivement recherche sur maladies rares, recherche clinique notamment, c'est pas facile parce que rare. Donc avoir du cas, c'est pas simple. J'ai vu qu'il y avait des liens avec les réseaux européens. Est-ce que pour vous, il y a un intérêt, ou est-ce que c'est plus facile
d'aller finalement chercher des crédits de recherche à l'Europe sur des projets européens que sur des projets nationaux? C'est très variable en fonction des pathologies. Si je te prends par exemple l'exemple de la maladie de Huntington sur lequel on a les thérapies géniques qui arrivent, on a des financements internationaux qui sont incomparablement plus faciles à obtenir que des financements nationaux ou européens de type classique, extrêmement concurrentiels. Donc, c'est vraiment très pathologie dépendant l'échelle de l'Europe. Maintenant, quand tu parles de maladies très rares, le réseau, pour te donner une idée de Huntington, en France, on doit avoir 1500 à 1800 patients suivis dans des centres en cohorte dont on connaît parfaitement la situation clinique. Donc, tu vois, entre une maladie où on a 1800 patients sous la main et on peut commencer demain matin un essai clinique et des patients pour lesquels il y en a 3 sur la France, les réponses vont être très, très variables. Mais oui, on a des opportunités à l'Europe qui parfois sont plus simples qu'en France. Dernière chose, je dis juste un mot, mais on a quand même le problème en France d'être, pour des raisons réglementaires, parfois écarté d'essais européens ou d'essais internationaux. Quand on voit qu'un CPP peut tout simplement refuser sans discussion un essai de thérapie génique qui débute dans 17 autres pays, on va dire de l'OCDE dans le monde, sans que c'est posé de problème à aucun comité d'éthique, on a des essais maladies rares pour lesquels le délai de réponse ont fait que la France a été écartée. Il y a aussi un vrai problème de ce côté-là. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui a été abordé ce matin, en effet. Au niveau de la dimension européenne, il faut mentionner l'European Joint Programme Rare Disease, qui a quand même pas mal boosté et permis des possibilités. Je suis entièrement d'accord avec Christophe Verny que les calls européens sont extrêmement compétitifs. Pour faire moi-même partie de panels d'évaluation, je sais que le taux de succès peut varier de 3 à 5%, donc c'est beaucoup de temps passé, beaucoup d'investissement pour très très peu de réussite. Le JPRD, je crois, a un taux de réussite nettement supérieur. Le 3e call est actuellement lancé sur les sciences humaines et sociales. On espère que les membres fondateurs vont continuer dans les deux années qui viennent. Donc, il faut rester finalement à l'affût des possibilités offertes par l'European Joint Programme. Je voudrais mentionner aussi que dans le cadre de l'EJP, la Fondation est responsable d'un MOOC, de plusieurs cours de type MOOC, Massive Open Online Course, dont l'un vient d'être lancé sur le diagnostic. Et vous pouvez vous adresser à la Fondation Maladies Rares pour avoir des renseignements sur ces cours qui sont gratuits, qui ont été, dont pour les premiers, les filières de santé maladies rares françaises ont beaucoup contribué. Je pense à Laurence Fèvre, par exemple. Donc voilà, il y a cette nouvelle concernant le premier MOOC qui a été lancé, 3 autres MOOC en gestation qui permettront à qui le souhaite de suivre des cours dédiés à différents aspects de la problématique maladie rare. Merci beaucoup. Juste un petit mot pour compléter, pensez aux appels d'offres en sciences humaines, ils sont souvent avec des pourcentages de succès bien supérieurs à ce que l'on a dans de la science plus fondamentale ou même plus translationnelle. Avant de clore, parce qu'il va falloir s'arrêter malheureusement, parce que je pense qu'il y aura encore pas mal de questions, pour Monsieur David, une question de Grégoire Michaud, très pratico-pratique. Quel ordre de grandeur pour le coût d'un projet consistant à dériver 4-5 lignées cellulaires IPS sur la plateforme? Et globalement, ça nous donnera un petit peu effectivement le coût de cette technologie. Et il faut compter entre 6 et 7 000 euros par patient. Si c'est un financement académique. C'est un financement académique, d'accord. Une chose qu'on pense faire, c'est publier une lignée, en fait, puisqu'il y a les travaux de recherche, mais aussi la lignée en amont. Et donc, il y a un journal, Stem Research, qui publie les lignées, ce qui permet de faire connaître à la communauté internationale quelles sont les lignées disponibles. Et on pense faire ça en pilote avec quelques-uns de nos collègues afin d'accélérer le travail sur les maladies rares. Parce que finalement, si le patient il est à Nantes, mais que l'expert il est à Berlin,
finalement, pourquoi on ne collabore pas avec lui, histoire qu'il y ait du travail qui soit fait, tout simplement. Tant pis si on ne fait pas tout nous-mêmes. Et on a notamment des exemples de Stéphane Béziot qui a collaboré avec plusieurs partenaires en France et en Allemagne, ce qui a donné vraiment une très, très belle étude. Donc, on essaie de réfléchir à comment rendre visible en fait, l'ensemble des lignées qu'on fait. Après, nous, on n'est pas propriétaire des lignées, bien sûr, c'est les généticiens, souvent, qui sont en charge des patients, qui devront, eux, faire les consortiums. Pour ceux qui sont intéressés, nous avons un appel à projet quasi annuel qui s'appelle Modèle à la Fondation Maladies Rares et qui finance vos projets au départ, c'était des modèles souris, mais depuis 1 an, nous nous sommes ouverts aux IPS. D'ailleurs, Laurent David fait partie de ceux qui nous aident à réaliser ces IPS. Donc, vous pouvez candidater à l'appel à projet modèles expérimentaux de la Fondation Maladies Rares pour faire financer vos projets de lignée cellulaire IPS et un certain nombre passeront par la plateforme de Laurent David.